Je m'appelle Élise Cartier et j'ai 36 ans. Sur le papier, ma vie a l'air bien. C'est le mot que les gens utilisent quand ils font défiler leur écran au lieu de vraiment regarder. Bien. Stable, solide. Le genre de vie où vos factures sont en prélèvement automatique, vos investissements se rééquilibrent tranquillement en arrière-plan et votre lave-vaisselle ronronne chaque soir à exactement 22h15. Parce que les tarifs d'électricité en heure creuse vous font économiser un peu d'argent chaque mois. Je travaille dans les systèmes back-end pour une entreprise technologique de taille moyenne dont personne en dehors du secteur n'a entendu parler, mais notre logiciel empêche un tas d'autres applications brillantes de s'effondrer. Je vis dans un appartement soigné de 2 chambres avec une bonne pression d'eau et des murs beiges ennuyeux. Mon garde-manger est étiqueté. Mes comptes de retraite ont des onglets de couleur dans un tableur. Mon fonds d'urgence a aussi son propre onglet. Et jusqu'à récemment, je vivais ici avec mon petit ami depuis 3 ans, mon fiancé depuis 8 mois, Dylan Rodier. Dylan a 36 ans comme moi. Il travaille dans la vente pour une entreprise de logistique régionale, ce qui est une façon élégante de dire qu'il convainc les gens d'expédier des choses avec son employeur plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Il est beau, de cette manière propre et soignée qui rend bien en photo. Cheveux bruns, sourire facile, une collection de chemises qui ont toutes l'air de sortir de la même page de catalogue. Ma mère l'adore. Mes amis le tolèrent. Et pendant longtemps, j'ai cru que nous construisions quelque chose de solide. Pas parfait, mais solide. Dylan peut-être y réfléchit sur de petits détails, laissant ses chaussettes sur le canapé, oubliant que je déteste la coriandre et en commandant quand même. Mais il a cette façon de me faire rire, même quand je n'en ai pas envie. C'est lui qui m'arrache à mon ordinateur portable à minuit en disant « Ali, ton code sera toujours cassé demain. Viens au lit. » Mais il y a toujours eu ce mur. Sa famille. Très tôt, j'ai remarqué qu'il ne parlait jamais vraiment d'eux. Pas comme je parlais de ma mère et de ma sœur cadette, Manon. Je sais ce que ma mère a pris au petit déjeuner la plupart du temps parce qu'elle m'envoie des photos de sa nouvelle habitude saine. Manon m'appelle pour se plaindre de ses collègues et me demander si des rideaux d'occasion peuvent être légalement hantés. Dylan, quant à lui, traitait sa famille comme un bruit de fond. Il les mentionnait en passant « Mon père n'aime pas trop le changement » ou « Ma mère déteste conduire la nuit mais jamais avec le moindre détail ». Pas d'histoire de vacances d'enfance, pas d'anecdotes sur des fêtes qui ont mal tourné. Je les avais rencontrés exactement 2 fois en 3 ans. Les 2 fois furent des dîners rapides et tendus où tout le monde souriait trop fort et ne disait presque rien. La première fois, sa mère a complimenté mon blazer à 3 reprises. Son père a interrogé Dylan sur son travail, mais pas sur nous. Son frère a à peine parlé. Sa sœur cadette semblait vouloir le faire, mais chaque fois qu'elle croisait le regard de Dylan, elle se refermait. Je me souviens avoir conduit pour rentrer après, les doigts encore crispés sur le volant. Ils avaient l'air calmes, ai-je dit prudemment. Ce ne sont pas de grands bavards, a répondu Dylan comme si cela expliquait tout. Tout va bien avec eux. Ils vont bien, a-t-il dit. Ce ton sec et définitif que j'avais appris à reconnaître. Fin de la conversation. Au début, je n'ai pas insisté. Les gens ont des familles compliquées. Peut-être y avait-il un traumatisme ou de vieilles blessures. Je me suis dit qu'il s'ouvrirait quand il serait prêt. Mais alors que notre relation devenait plus sérieuse, emménageant ensemble, partageant les factures, parlant d'avenir, cela a cessé de sembler sensible pour commencer à sembler secret. Le jour où tout a changé fut un dimanche au début de l'automne. Nous étions dans le salon, ce genre de dimanche après-midi doux et paresseux où la lumière du soleil se glisse à travers les stores et où tout l'appartement sent le café. Je venais de raccrocher avec ma mère, qui posait avec enthousiasme des questions sur les préparatifs du mariage et demandait si la famille de Dylan voulait être impliquée. « Bébé, je ne veux marcher sur les pieds de personne », avait dit maman. Si ses parents veulent organiser le dîner de répétition ou aider pour quoi que ce soit, je veux me coordonner. Je demanderai, avais-je promis. Quand j'ai raccroché, Dylan était sur le canapé avec son ordinateur portable ouvert, regardant d'un œil un match en sourdine à la télévision. Le lave-vaisselle ronronnait doucement dans la cuisine. 22h15, c'est pour les soirs de semaine. Les week-ends sont plus indulgents. Et, ai-je dit en m'asseyant en face de lui. Ma mère posait des questions sur tes parents. Il n'a pas levé les yeux. Ouais, elle veut coordonner certaines choses pour le mariage. Peut-être parler à ta mère du dîner de répétition, de la liste des invités, ce genre de choses. Tu veux que je lui donne le numéro de ta mère ou tu préfères gérer ça ? Sa mâchoire s'est contractée.
C'était léger, un tressaillement de muscles près de son oreille, mais je l'ai vu. Je vais gérer, a-t-il dit. D'accord, ai-je dit légèrement. Aussi, je pensais que ce serait sympa d'avoir un dîner bientôt, les deux familles ensemble avant que tout ne devienne faux avec l'organisation. Ce n'est pas nécessaire, a-t-il dit, ne me regardant toujours pas. J'ai essayé de garder un ton doux. Je sais que ce n'est pas nécessaire, mais ça pourrait être bien. Ils vont devenir de la famille, aussi. Ce serait sympa que tout le monde se connaisse un peu. Il a fermé son ordinateur portable d'un coup sec. Est-ce qu'on peut ne pas faire ça maintenant, a-t-il dit. Faire quoi, ai-je demandé. Je suis juste. Les problèmes de ma famille ne te regardent pas, a-t-il coupé. Ne demande plus. Les mots m'ont frappé comme un seau d'eau glacée. Pas seulement ce qu'il a dit, mais la façon dont il l'a dit, comme une porte qui claque, comme un verrou qui se met en place. Pendant un moment, je suis resté assise là à le fixer, entendant mon cœur battre dans mes oreilles. D'accord, ai-je dit doucement. Très bien. Il a rouvert son ordinateur portable comme s'il venait de poser une tasse de café et non de faire exploser une mine au milieu de notre salon. Le match à la télé clignotait silencieusement. La lumière dans la pièce a soudain semblé plus froide. Quelque chose a changé en moi à ce moment-là, très légèrement, mais irrévocablement. Si sa famille ne me regardait pas, alors très bien. Mais la confiance, j'ai toujours cru, est une voie à double sens. On ne peut pas ériger des murs de son côté de la route et s'attendre à ce que je laisse les portes grandes ouvertes du mien. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas crié. Ce n'est pas qui je suis. J'ai juste pris note. Cette nuit-là, après que Dylan se fut endormi, à moitié étalé en travers du lit, ronflant doucement, je suis resté éveillé à fixer le plafond, écoutant le bourdonnement lointain de la circulation et le cliquetis occasionnel du radiateur. Dans le noir, mon cerveau a fait ce qu'il fait toujours. Il a fait des listes. Ce que Dylan partage facilement, travail, potin, sport, ce qu'il veut pour le dîner. Ce qu'il ne partage jamais, tout ce qui concerne le travail de ses parents, leur maison, leurs finances, comment il a grandi, pourquoi je ne suis allé là-bas que 2 fois. Ce que je partage facilement, mon salaire, mon plan épargne-retraite, père, où se trouve chaque euro de mes économies, et pourquoi. Les choses que j'ai soudain réalisé devoir peut-être protéger. J'avais toujours été ouverte avec lui sur l'argent, combien j'avais d'économies, mon compte d'investissement, l'héritage que ma grand-mère m'avait laissé et auquel je n'avais pas touché, réservé dans mon esprit pour un futur apport immobilier. J'avais supposé que nous allions vers une vie où le tien et le mien deviendraient finalement le nôtre. Allongé là cette nuit-là, j'ai imaginé une ligne invisible courant au milieu de notre lit. De son côté, une porte fermée étiquetée famille. Entrée interdite. De mon côté, chaque tiroir grand ouvert, le contenu exposé. Cela ne semblait pas juste. Au cours des semaines suivantes, je n'ai fait aucun geste dramatique. Je suis allé travailler. J'ai préparé le dîner. Nous avons regardé des émissions, plaisanté sur nos collègues, parlé nonchalamment de destinations possibles pour la lune de miel. Mais calmement, j'ai commencé à réajuster. J'ai arrêté de parler de ses parents à moins qu'ils ne le fassent, ce qu'ils ne faisaient presque jamais. Quand ma mère a demandé si sa famille voulait venir dîner un week-end, j'ai dit, ils ont leur propre truc en ce moment, et j'ai changé de sujet. J'ai programmé un appel avec un conseiller financier que mon père m'avait recommandé il y a des années et que je n'avais jamais recontacté. Nous avons parlé de restructurer mes investissements. J'ai demandé quelles étaient les options pour m'assurer que mes biens prénuptiaux restent protégés quoi qu'il arrive. Je ne prévois pas de divorce, ai-je plaisanté faiblement. Je prévois les imprévus. Le conseiller ne s'est pas soucié de mes précautions émotionnelles. Il m'a simplement expliqué le régime de la séparation de biens, les biens propres, ces choses dont les gens ne parlent qu'une fois qu'ils se sont brûlés. Le mot contrat de mariage planait au bord de mon esprit comme un nuage d'orage. Je n'en ai rien dit à Dylan. Pas ce jour-là, pas cette semaine-là. Je me suis dit que je n'étais pas mesquine. Je m'adaptais à son énergie, respectant la limite qu'il avait si clairement tracée. Ma famille le regardait. Sa famille, apparemment, ne me regardait pas. Alors, j'ai commencé à apprendre à garder silencieux certains morceaux de moi-même, de ma vie. Il s'avère qu'une fois qu'on a vu une porte verrouillée, c'est beaucoup plus facile de commencer à construire la sienne. Pendant les 2 premières semaines après ce dimanche après-midi, l'air entre Dylan et moi semblait mince, fragile,
comme cette couche de glace que l'on teste d'un pas prudent parce qu'on n'est pas sûr de la profondeur de l'eau en dessous. Nous fonctionnions toujours comme un couple. Nous partagions toujours un lit. Nous avions toujours nos routines, mais il y avait un fil qui traversait tout, silencieux, tendu, prêt à casser. Je ne mentionnais pas sa famille, et il ne proposait rien. Chaque fois que je recevais un SMS de ma mère ou de Manon demandant des nouvelles des préparatifs du mariage, je me sentais me tendre parce que je savais que la question allait venir. La mère de Dylan a-t-elle appelé? Sa famille a-t-elle proposé d'aider pour quelque chose? Et à chaque fois, je donnais la même réponse vague, on est encore en train de voir ça. La vérité était que nous ne voyions rien du tout. Nous n'en discutions même pas. À peu près à ce moment-là, autre chose s'est produit. Petit en surface, mais significatif pour moi. Marc a appelé. Je connais Marc depuis la première année d'université. C'est une de ces personnes qui est retombée sur ses pieds juste après l'obtention du diplôme et qui est restée debout depuis. Entrepreneur, charismatique, agaçant d'optimisme. Il avait lancé une société de conseil en logistique un an plus tôt et apparemment, les choses allaient bien. Élise, a-t-il dit au téléphone, je te veux comme associé. J'ai ri. C'est parce que je t'ai aidé à déboguer ton système de facturation le mois dernier? C'est parce que tu es plus intelligente que moi et que je veux m'accrocher à ton cerveau comme une bernique. Il a expliqué les chiffres, les revenus projetés, le capital requis. Ce n'était pas énorme, quelque chose que je pouvais gérer sans toucher à mes investissements à long terme, surtout si je structurais bien la chose. Normalement, je serais allé directement dans le salon après l'appel et j'aurais dit, Dylan, devine quoi? Marc veut encore m'embarquer dans quelque chose. Au lieu de cela, je me suis assise au bord du lit, le téléphone encore chaud dans ma main, et j'ai pensé, si sa famille ne me regarde pas, peut-être que mes affaires n'ont pas à le regarder. Je n'ai pas pris de décision dramatique. Je n'ai pas claqué de porte ni juré le secret. Je n'ai simplement pas proposé l'information. Pas ce jour-là, pas le lendemain. Et quand j'ai finalement dit oui à Marc, je l'ai fait seul, faisant les calculs moi-même à la table de la salle à manger pendant que Dylan regardait du sport dans l'autre pièce. Cela semblait étrange, à parts égales stimulant et triste. Comme si je répétais pour une vie où je gérerais les grandes choses toute seule. La Toussaint est arrivée comme toujours, trop vite et avec trop de conversations de groupe. Le repas de la Toussaint de ma famille est bruyant, désordonné et rempli d'au moins 3 plats que personne n'aime vraiment, mais que tout le monde continue de faire par tradition. Dylan venait depuis 3 ans, donc il savait à quoi s'attendre. Mais cette année, la veille au soir, il a posé une question qui m'a marqué. On devrait apporter quelque chose? On le fait toujours, ai-je dit. Ma mère attend ta purée maison signature. Il a soupiré. C'est vrai. Tu vas bien, ai-je demandé. Je vais bien. Ce mot encore. Celui qui peut tout dire, de je suis épuisé à je suis en train de m'effondrer. Le dîner lui-même fut assez normal. Dylan a mis son sourire social. Ma mère a posé des questions polies sur sa famille et il a donné des réponses vagues et superficielles qui ne révélaient rien en réalité. À un moment donné, à travers la table, ma mère m'a lancé un regard doux et inquiet. Le genre qui dit, quelque chose ne tourne pas rond ici. Et pour la première fois, au lieu de me sentir sur la défensive pour Dylan, j'ai ressenti autre chose. De l'accord. Plus tard ce soir-là, après être rentré, Dylan a enlevé sa veste et a dit, ta famille pose beaucoup de questions. Ils sont enthousiastes, ai-je dit doucement. C'est normal. C'est de l'indiscrétion, a-t-il marmonné. Je n'ai pas répondu. J'étais fatigué. Le genre de fatigue émotionnelle. Décembre est arrivé, apportant le froid et le stress de l'organisation du mariage. Ma mère et Manon étaient à plein régime, à compte pour le lieu, choix des menus, photographes, liste d'invités. Elle continuait de demander des nouvelles de la famille de Dylan. Chaque fois qu'elle le faisait, j'avais l'impression de porter un mensonge fragile, un mensonge que je ne comprenais même pas complètement. Un soir, nous étions à table en train de passer en revue la liste des invités. Dylan faisait défiler son téléphone, sans vraiment s'impliquer. Alors, j'ai dit, combien de personnes penses-tu que ta famille voudra inviter? Il n'a pas levé les yeux. Je ne suis pas encore sûr. Eh bien, la salle veut un nombre préliminaire d'ici la semaine prochaine, ai-je dit. Peux-tu vérifier avec tes parents et tes frères et sœurs? J'ai dit que je m'en occuperais, a-t-il lancé sèchement. Le ton était assez vif pour me figer.
Je ne dis pas que tu ne le feras pas, ai-je dit calmement. Je dis juste qu'on a une date limite. Il a posé son téléphone et m'a regardé comme si j'étais le problème. Pourquoi tu es comme ça? Comme quoi, ai-je demandé. Distante, froide, bizarre. Tu es bizarre depuis des semaines. J'ai presque ri. Je suis bizarre, ai-je répété. Tu m'as dit que les problèmes de ta famille ne me regardaient pas. Je ne fais que respecter la limite. Il a cligné des yeux, clairement déstabilisé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, ai-je demandé. Silence. Il n'avait pas de réponse. Et à ce moment-là, quelque chose s'est douloureusement mis en place. Il voulait les avantages de l'intimité sans le coût de la transparence. Il s'est levé brusquement et a quitté la table. Je l'ai regardé entrer dans la chambre, la porte se fermant derrière lui. Pas en claquant, juste en se fermant. D'une certaine manière, cela semblait pire. À peu près au même moment, le partenariat avec Marc est devenu officiel. Nous avons signé les papiers. Nous avons célébré ça avec un petit dîner avec les autres associés. Ce n'était pas extravagant, juste de la bonne nourriture, du bon vin et un sentiment tranquille d'accomplissement. Je n'ai pas invité Dylan, a-t-il demandé plus tard quand je suis rentré. Où étais-tu? Dîner avec des gens que je connais depuis longtemps, ai-je dit nonchalamment. Quels gens? J'ai haussé les épaules. Juste des amis. Il m'a regardé comme s'il pouvait sentir un changement, mais ne savait pas où ni pourquoi cela avait commencé. Je n'ai pas élaboré. Et il n'a pas insisté, ce qui m'a fait un peu peur car il y a quelques mois, il aurait insisté, posé des questions, voulu des détails. Maintenant, il acceptait juste la distance comme si c'était normal. Peut-être parce qu'il l'avait créé en premier. Le contrat de mariage est venu ensuite. Je l'ai rédigé avec mon avocat. Rien d'extrême, rien d'injuste, juste des limites claires. Ce que chacun de nous apportait dans le mariage restait séparé. Ce que nous construirions ensemble serait partagé. Quand je lui ai finalement tendu le dossier après le dîner, assis à la table de la cuisine, j'ai eu l'impression de glisser une vérité entre nous. C'est quoi ça? A-t-il demandé. Un contrat de mariage, ai-je dit. C'est simple, une séparation de biens standard. Il a fixé le dossier comme s'il était radioactif. Tu me demandes sérieusement de signer ça? Oui. Parce que tu ne me fais pas confiance? J'ai pris une inspiration. Est-ce que tu me fais confiance? Ai-je demandé doucement. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé ailleurs. Il n'a pas répondu, et c'était la réponse. Il a attrapé le dossier et est sorti de la pièce. 2 jours de silence froid ont suivi. 2 nuits de lui sur le canapé. 2 jours à me demander si c'était le début de la fin. Le 3e jour, il est venu me voir, les yeux cernés de rouge mais la mâchoire serrée. Je ne le signerai pas. Alors nous ne nous marierons pas, ai-je dit doucement. Son visage s'est froissé avec quelque chose ressemblant à de la trahison. Tu jetterais 2 ans à la poubelle pour un bout de papier? Je jette tout, ai-je dit, parce que je ne sais pas ce que tu caches. Il s'est figé. Les problèmes de ta famille ne me regardent pas, ai-je ajouté, lui renvoyant ses propres mots. Donc, c'est ma responsabilité de me protéger jusqu'à ce que je sache dans quoi je m'engage réellement. Il m'a fixé comme si je l'avais frappé. Puis, il est parti, sans claquer la porte, juste en partant, et j'ai senti la fracture entre nous se creuser en une fissure dont je n'étais pas sûr qu'elle pourrait jamais être réparée. Dylan a déménagé ce soir-là, pas définitivement, pas officiellement, mais suffisamment. Il a pris un sac de sport, son ordinateur portable et son chargeur. Juste l'essentiel, ce qui d'une certaine manière rendait la chose pire. S'il avait tout pris, j'aurais pu prétendre que c'était décisif, final, propre. Mais un sac de sport, c'est l'incertitude. C'est je pars, mais pas vraiment. Il m'a envoyé un texto vers minuit. Je dors chez mes parents. Besoin d'espace. Espace. Nous vivions dans un vide spatial depuis des semaines, et soudain il en avait besoin de plus. Je n'ai pas répondu. Je suis resté éveillé à la place, fixant le plafond, écoutant le klaxon occasionnel venant de la rue en bas, essayant de comprendre comment une seule phrase, « Les problèmes de ma famille ne te regardent pas », était devenu un domino qui avait tout renversé. Le lendemain matin, je me suis assise à la table de la salle à manger avec une tasse de café que je continuais d'oublier de boire.
L'appartement semblait faux, trop calme, trop vide. Sa brosse à dents était toujours dans la salle de bain. Ses chaussures étaient toujours près de la porte. Sa veste pendait toujours au dossier d'une chaise comme s'il allait rentrer dans une heure. Mais il n'était pas là. Mon téléphone a vibré, me tirant de mes pensées. C'était Manon. « Tu es réveillé ? Je suis en bas. Ouvre-moi. » 1 minute plus tard, elle est entrée, toujours en blouse après sa garde de nuit, les cheveux en chignon désordonnés, tenant 2 pains au chocolat parce qu'elle sait qui je suis. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit « Oh non, dis-moi tout. » J'ai craqué juste là, à table, avec les pains au chocolat entre nous et le lave-vaisselle qui ronronnait doucement comme s'il n'avait aucune idée que ma vie s'effondrait. Je lui ai tout dit. La dispute du dimanche après-midi, la froideur, le secret, le contrat de mariage, le silence, le sac de sport. Manon a écouté, les yeux devenant plus perçants à chaque détail. Quand j'ai finalement fini, elle a dit « Je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais c'est un énorme drapeau rouge. » Je sais, ai-je chuchoté. Non, Élise. Un drapeau rouge de la taille du parking de Carrefour. Tu es sur le point d'épouser quelqu'un dont tu as à peine rencontré la famille et qui refuse d'en parler tout court. Ce n'est pas normal. J'ai essayé, ai-je dit. Il se ferme à chaque fois. Manon a mordu dans son pain au chocolat comme si elle avait besoin de mâcher quelque chose d'autre que sa frustration. Tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, a-t-elle demandé. Comme de la maltraitance, une addiction, un casier judiciaire ? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je pense qu'il cache quelque chose d'énorme. Alors protège-toi, a-t-elle dit fermement. Ce contrat. Garde-le. Et Élise, honnêtement, s'il ne peut pas expliquer sa propre famille à la femme qu'il est censé épouser, il n'est pas prêt pour le mariage. J'ai hoché la tête, mais c'était comme avaler du verre. En partant, Manon s'est arrêtée à la porte. Élise, a-t-elle dit doucement. Tu mérites quelqu'un qui te laisse entrer. Je savais qu'elle avait raison, mais l'entendre faisait mal. Plus tard cette semaine-là, ma mère m'a appelé au travail. Elle n'appelle jamais pendant les heures de bureau sauf si quelque chose ne va pas, chérie, a-t-elle dit, je voulais te demander quelque chose, mais je ne veux pas être indiscrète. Je me suis préparée. C'est bon, maman. Qu'est-ce qu'il y a ? Ta tante demandait quels étaient les rôles dans le mariage. Et elle a évoqué quelque chose de traditionnel. Tu sais, la famille du marié couvre parfois certains frais. J'ai pressé mes doigts contre mon front. Maman, je voulais juste savoir si la famille de Dylan contribuait à quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on paie en double si eux prévoient quelque chose. J'ai expiré lentement. Maman, je ne pense pas que sa famille contribue. Je ne pense pas qu'il le puisse. Un moment de silence. Élise, tu lui en as parlé ? Ça ne me regarde pas, ai-je dit amèrement. Le ton de ma mère a changé instantanément. Élise Marie Cartier, tu épouses cet homme. Ça te regarde absolument. Je sais, ai-je chuchoté. Je sais. Nous sommes restés silencieux un moment avant qu'elle ne s'adoucisse. Chérie, quelque chose ne va pas ici. Je peux le sentir, ai-je dit. Et quand j'ai raccroché, je suis restée assise là à fixer mon écran, le code lumineux devenant flou jusqu'à ce que les symboles ressemblent à de la neige statique. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'avait jamais été. Les jours passèrent. L'appartement restait vide. Dylan envoyait des SMS de temps en temps. Besoin de plus de temps. Je passerai prendre plus de vêtements plus tard. On peut parler bientôt ? Mais il n'a jamais vraiment demandé à parler. Pas une seule fois. Et je ne l'ai pas contacté non plus. Je ne pouvais pas être la seule à me battre pour des réponses. 3 jours plus tard, Manon a rappelé. Sa voix était plus basse cette fois. Sérieuse. Élise, je dois te dire quelque chose. Mon estomac s'est noué. Quoi ? Tu connais Sarah, la fille avec qui je travaillais ? Sa cousine était au lycée avec Dylan. D'accord, c'était inattendu. Elle a mentionné sa famille, a continué Manon. Pas des ragots, juste des choses que tout le monde dans leur ville natale sait. Le froid m'a envahi. Quelle chose ? Manon a pris une inspiration. Élise, sa famille a de graves problèmes financiers. Jean faillite, saisie immobilière, son père a perdu son entreprise. Il se noie.
J'ai serré le téléphone plus fort. Tu es sûr? Oui. Sarah a dit que ça dure depuis des années. Et quoi? Et apparemment, il demande de l'argent à Dylan. Beaucoup d'argent. La pièce a tangué. J'ai appuyé ma main libre sur le comptoir pour me stabiliser. L'argent. La chose dont il savait que j'avais. La chose sur laquelle j'avais toujours été transparente. La chose dont sa famille ne savait rien. Ma voix est sortie faible. Combien? Je ne sais pas, a dit Manon doucement. Mais Élise, ça explique beaucoup de choses. Le secret, l'attention à ces dîners de famille bizarres. Pourquoi tu n'y es allé que 2 fois? Pourquoi il te rembarre quand tu poses des questions? J'ai fermé les yeux. C'était logique. Tout était logique. Trop logique. J'ai raccroché avec Manon et je me suis assise à table, fixant le vide, essayant de respirer malgré la sensation que le sol se dérobait sous moi. Puis quelque chose m'a frappé assez fort pour faire grimper mon pouls. Notre carte de crédit commune, celle qu'on utilisait pour les courses partagées, les factures, les plats à emporter, celle que je regardais mais ne surveillais jamais parce qu'on avait un accord. Pas de surprise, pas de secret. Pour la première fois, j'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fait défiler les derniers mois. Et ils étaient là. Des retraits d'espèces, des chiffres ronds, 475 €, 750 €, 950 €, 570 €. Répétitifs, silencieux, réguliers. Des milliers d'euros chaque mois. Mes mains sont devenues froides. J'ai regardé plus loin en arrière. Encore plus. Alors j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire dans une relation. J'ai appelé la banque et demandé des relevés détaillés. Quand le PDF est arrivé dans ma boîte de réception, je l'ai ouvert, traînant mon ordinateur portable dans la lumière comme si j'avais besoin de clarté pour voir la vérité. Page après page après page. Des retraits d'espèces, constants, prévisibles, cachés à la vue de tous. Je me suis adossé à ma chaise, le cœur battant, le radiateur cliquetant doucement dans le coin comme s'il comptait à rebours vers quelque chose d'inévitable. Dylan ne cachait pas seulement sa famille. Il les soutenait financièrement avec notre argent. Et il ne m'en avait pas dit un seul mot. Mon fiancé, mon partenaire, qui exigeait de l'intimité, qui me tenait à l'écart, qui refusait un contrat de mariage, qui ne voulait même pas me dire à quoi ressemblait sa famille sous la façade polie. Il leur versait de l'argent depuis des mois, peut-être plus longtemps. Je ne sais pas quand les larmes ont commencé. Peut-être à la page 5, peut-être à la page 8. Mais quand j'ai atteint la fin du relevé, mes joues étaient mouillées et ma gorge brûlait. C'était une trahison, pas du genre tromperie dramatique. Le genre lent et secret, le genre qui tue la confiance silencieusement, un retrait à la fois. J'ai fermé l'ordinateur portable, essuyant mes yeux, et j'ai chuchoté dans l'appartement vide, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu ne me dis pas d'autre ?» Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé. Je suis resté au lit, les couvertures remontées jusqu'au menton, fixant la faible lueur des phares passant au plafond. Mais chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des chiffres. 475 €, 750 €, 950 €, 570 €, 665 €. Des retraits soigneusement espacés comme des pas menant quelque part où je ne voulais pas aller. J'ai repassé en boucle chaque moment où Dylan avait semblé stressé, chaque fois qu'il avait balayé mes questions, chaque dîner tendu avec sa famille, chaque regard paniqué dans les yeux de sa sœur à Noël que j'avais mis sur le compte de la maladresse. J'ai pensé à la façon dont il avait dit que ma famille était indiscrète, la façon dont il avait craqué quand ma mère avait proposé d'aider. Le ton défensif qu'il prenait chaque fois que je mentionnais l'argent. Et puis j'ai pensé au contrat de mariage, comment il avait réagi comme si je l'avais accusé d'un crime. Peut-être que dans son monde, c'était le cas. Au moment où le soleil s'est levé, pâle et froid, ma décision était prise. Ça ne pouvait pas être une conversation par SMS. Ça ne pouvait pas être crié sur un parking ou chuchoté dans la peur. Nous devions parler en personne et pas du contrat de mariage, de la vérité. Dylan est revenu l'après-midi suivant pour récupérer plus de vêtements. J'ai entendu sa clé dans la serrure et je me suis levé de la table de la salle à manger où les relevés imprimés étaient étalés comme sur une scène de crime. Il est entré, l'air épuisé. Des cernes sous les yeux, les cheveux sales, portant le même sweat à capuche depuis 3 jours. Et, a-t-il dit doucement. Pas de baiser, pas de câlin, juste une reconnaissance neutre.
Le genre que les couples se donnent quand ils font semblant que rien ne va mal. Je n'ai pas fait semblant. Assieds-toi, ai-je dit. Il s'est arrêté, ses yeux passant de moi à la pile de papier. Élise, c'est quoi tout ça? Assieds-toi. Il l'a fait lentement, comme un homme marchant vers un précipice. J'ai pris la première page et l'ai fait glisser sur la table. C'est quoi ça? Ai-je demandé. Il a jeté un coup d'œil au retrait surligné. Son visage a changé à peine, mais assez. Un resserrement autour de sa bouche, une lueur dans ses yeux. Je ne sais pas, a-t-il dit. Arrête, ai-je dit fermement. S'il te plaît, ne mens pas. Silence. Juste le tic-tac de l'horloge murale, le léger bourdonnement du frigo, mon rythme cardiaque dans mes oreilles. Finalement, il a parlé. Ils avaient besoin d'argent. J'ai senti quelque chose de froid s'enrouler le long de ma colonne vertébrale. Qui? Mes parents. Pourquoi? Il a expiré, longuement et en tremblant, pressant ses paumes sur ses yeux. Ils allaient perdre la maison. J'ai fermé les yeux un instant parce que l'entendre le dire à voix haute a fait se briser quelque chose en moi, net. Depuis combien de temps, ai-je demandé? Un moment. Combien de temps, Dylan? Environ 1 an. Je l'ai fixé. 1 an, ai-je répété. 1 année entière. Tu leur envoies de l'argent, notre argent, depuis 1 an. Il s'est hérissé. Ce n'était pas juste ton argent. J'ai contribué aussi. Et tu me l'as caché, ai-je dit. Tu as caché des milliers d'euros de retrait à la femme que tu as demandé en mariage. Son expression s'est froissée en quelque chose d'amer, mélange de culpabilité et de colère. Je ne savais pas comment te le dire, a-t-il dit. J'essayais de te protéger de tout ça. Me protéger, ai-je fait l'écho, un rire assez tranchant pour couper. En me mentant? Je ne mentais pas. Tu l'as caché. C'est différent. Non, Dylan, ai-je dit doucement. Ça ne l'est pas. Il a passé ses mains dans ses cheveux. L'entreprise de mon père a fait faillite. Il croule sous les dettes. Ma mère est malade d'inquiétude. Il ne voulait que personne ne sache. Je ne voulais pas que quiconque les juge. Alors, tu m'as tenu à l'écart, ai-je dit. Je ne voulais pas être un fardeau pour toi, a-t-il insisté. Tu as ta propre vie, ton propre stress. Je ne voulais pas t'entraîner dans ce pétrin. Tu m'y as entraîné quand même, ai-je chuchoté. Tu ne m'as juste pas laissé le choix. Il avait l'air peiné. Élise, je suis désolé. Pour quelle partie, ai-je demandé. Le secret, l'argent, le fait que tu vis 2 vies et que tu me laisses croire que tout était dans ma tête? Il a dégluti. Je ne voulais pas que ça devienne aussi grave. C'est devenu aussi grave, ai-je dit doucement, parce que tu ne m'as pas laissé entrer. Ses yeux ont glissé vers le dossier du contrat de mariage toujours sur le comptoir. C'est pour ça que tu as fait ça, a-t-il dit. N'est-ce pas? Parce que tu ne me fais pas confiance? Non, ai-je dit honnêtement. Je l'ai fait parce que tu m'as donné une raison de ne pas le faire. Le silence s'est étiré entre nous à nouveau. Celui-ci était plus lourd. Plus lourd que les murs qu'il avait construits. Plus lourd que les mensonges. Plus lourd que les 19 000 euros qu'il avait siphonnés de notre avenir commun. Finalement, j'ai posé la question qui me brûlait la poitrine depuis des jours. Dylan, est-ce que tu prévoyais de me demander plus d'argent après notre mariage? Il s'est complètement figé. J'ai vu la réponse dans ses yeux avant qu'il ne dise un mot, et ça a fait plus mal que tout le reste. Non, a-t-il dit trop vite. J'ai senti quelque chose au fond de moi s'immobiliser. Il mentait encore, protégeait encore la mauvaise chose, évitait encore la vérité même maintenant avec les preuves étalées entre nous comme un miroir brisé. Je me suis levé. J'ai besoin de temps, ai-je dit calmement. Et j'ai besoin que tu restes ailleurs pour le moment. Élise, non. Ma voix ne s'est pas élevée. Pas besoin. Le calme peut être définitif. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. De vrai espace. Sans mensonge, sans demi-vérité. Il s'est levé aussi, les épaules affaissées, les yeux humides. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-il chuchoté. Mais tu l'as fait, ai-je répondu. Et je ne sais pas si je pourrais revenir de ça. Il avait l'air anéanti. Mais je l'étais aussi.
Il a hoché la tête lentement comme si son corps pesait trop lourd. D'accord, a-t-il chuchoté. Il a ramassé son sac, s'est arrêté à la porte. Élise, je t'aime. J'ai fermé les yeux. Je sais, ai-je dit, mais l'amour ne suffit pas sans la confiance. Il n'a pas répondu. Il est juste parti. Et quand la porte s'est refermée derrière lui, l'appartement était si calme qu'il ressemblait à un vide. Vide et résonnant, comme un endroit où quelque chose d'important venait de mourir. 6 semaines ont passé. 6 longues semaines vides dans un appartement devenu trop calme, trop organisé, trop propre, comme s'il essayait de prétendre que rien de catastrophique ne s'était passé à l'intérieur. Les gens pensent que quand une relation se termine, il y a un moment, une seconde précise que l'on peut pointer du doigt en disant « là, juste là, c'est quand ça a cassé ». Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça n'a pas cassé en un instant. Ça s'est érodé un peu au début. Juste une phrase froide un dimanche après-midi, puis une fissure, puis une autre, puis une inondation. Au moment où Dylan et moi nous sommes assis pour la conversation finale, les fondations avaient déjà disparu. Il est venu un mercredi. Il a envoyé un texto d'abord pour demander si nous pouvions parler. Ses messages avaient été doux ces derniers temps. Je suis désolé. Tu me manques. Est-ce qu'on peut arranger ça? Mais aussi prudent. Comme s'il savait qu'une mauvaise poussée ferait tout s'effondrer. Quand il s'est présenté à la porte, il avait l'air plus petit. Pas physiquement, émotionnellement, comme si le mois passé avait drainé quelque chose hors de lui. Nous nous sommes assis aux extrémités opposées du canapé, un canyon entre nous. Il a expiré en tremblant. J'arrêterai de leur donner de l'argent. Je n'ai pas répondu. Je rembourserai tout ce que j'ai pris. Chaque centime. Toujours rien. Je prendrai mon propre avocat et je signerai le contrat de mariage. Silence. Chaque promesse sonnait comme une corde qu'il lançait à travers un gouffre qui s'était déjà trop élargi. Les cordes tombaient toutes trop court. Finalement, il a dit, la voix brisée. Élise, je ne veux pas te perdre. J'ai fermé les yeux. Dylan, ai-je dit doucement. Je t'ai perdu il y a longtemps. Tu ne me l'as juste pas dit. Il a tressailli. Pas dramatiquement. Juste un petit spasme blessé. Élise, j'avais peur. Je sais, ai-je dit. Mais tu ne m'as pas fait assez confiance pour me dire la vérité. Et quand tu caches quelque chose d'aussi gros à la personne avec qui tu construis une vie, ce n'est plus un partenariat. Il a cligné des yeux rapidement, les larmes montant. Je me suis penché en avant, joignant mes mains. Je t'aurais aidé, ai-je dit doucement. Pas avec de l'argent, mais pour trouver des solutions, pour être là, pour planifier, mais tu as pris toutes tes décisions seule. Tu m'as fait me sentir comme une étrangère dans ma propre relation. Il a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage maintenant. Je suis tellement désolé. Je sais, ai-je dit, et je le pensais. Mais certaines excuses sont vraies et pourtant trop tardives. Un long silence s'est étiré entre nous. Il a finalement chuchoté, alors c'est fini? J'ai senti la fissure finale s'élargir en une rupture silencieuse et irréversible. Oui, ai-je dit. C'est fini. Il a officiellement déménagé ce week-end-là. Pas de cris, pas de porte qui claque, pas de discours dramatique, juste deux personnes divisant une vie qu'elles n'avaient pas fini de construire. Il a pris le canapé. J'ai gardé la bibliothèque. Il a pris sa console de jeu. J'ai gardé le cookéo. Nous avons partagé les ustensiles de cuisine selon qui utilisait quoi le plus. Quand il a calmement sorti ses chemises du placard une par une, je suis allé sur le balcon parce qu'écouter les cintres s'entrechoquer me faisait mal à la poitrine. Et puis il fut parti. La porte de l'appartement s'est refermée. Et avec elle, un chapitre de ma vie s'est clos aussi. 2 semaines plus tard, par un enchevêtrement de contacts communs, j'ai appris tout ce dont j'avais été protégé. Les problèmes financiers de sa famille n'étaient pas nouveaux. Ce n'était pas soudain, et ça ne s'arrangeait pas. La saisie immobilière était réelle. La dette de l'entreprise de son père était massive. Ses parents se noyaient et entraînaient quiconque à porter sous l'eau avec eux, y compris Dylan. Il vivait de nouveau avec eux, les aidant à rencontrer des avocats spécialisés en faillite, essayant de réparer un navire en train de couler avec du scotch et du déni. Une partie de moi se sentait mal pour lui, pour eux, pour la lourdeur que ce fardeau devait représenter. Mais une autre partie, la partie qui avait pleuré sur des relevés bancaires à 2 heures du matin,
se sentait soulagé. Pas parce qu'il souffrait, mais parce que cette tempête n'était pas la mienne. Se marier dans ce niveau de secret et d'effondrement financier m'aurait détruite. Peut-être pas immédiatement, mais finalement, silencieusement, comme de la pourriture dans les poutres d'une maison qui semble stable de l'extérieur. La vie n'est pas devenue magiquement plus facile après la rupture. La guérison avance rarement en ligne droite. Mais il y a eu de petits moments d'ancrage. Ma mère passant avec de la soupe, accidentellement en quantité assez grande pour nourrir une armée. Manon me traînant dehors pour des promenades même quand je résistais, me forçant à prendre l'air. Marc me disant que les papiers du partenariat étaient passés sans accroc et proposant, en plaisantant mais pas vraiment, de mettre le nom de Dylan sur une cible de fléchettes métaphoriques au bureau. Mes amis prenant des nouvelles. Mes collègues faisant semblant de ne pas remarquer quand j'arrivais avec les yeux gonflés. Ma sœur m'envoyant des mèmes à minuit. Des petites choses, mais les petites choses s'additionnent. Finalement, la douleur s'est atténuée, les questions se sont tues, et la peur d'avoir perdu des années avec quelqu'un qui ne m'a jamais fait confiance s'est transformée en autre chose. De la clarté. La clarté de savoir que je n'ai pas échoué. Je n'ai pas imaginé des choses. Je n'ai pas surréagi. Je me suis protégé. Et ça compte. La semaine dernière, Dylan m'a envoyé un SMS d'une seule phrase. Je suis désolé pour tout. Tu mérites mieux. J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas en colère, pas nostalgique, pas tenté. Juste triste. Triste parce qu'il avait raison. Triste parce que peut-être qu'il l'avait toujours su. Triste parce que nous aurions pu être partenaires s'il m'avait laissé entrer. S'il m'avait fait confiance avec la vérité plus tôt. Mais nous étions trop loin de ça maintenant. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses ne sont pas faites pour entamer des conversations. Elles sont faites pour les clore. Édien, non, je n'ai jamais confronté ses parents. Une fois que j'ai su la vérité, il n'y avait rien de productif à dire. Leur crise financière n'était pas ma responsabilité, et m'immiscer aurait rendu tout plus désordonné. Et dit deux, les gens continuent de demander si l'argent était entièrement le mien. Non, nous contribuions tous les deux au compte joint. Mais le problème n'était pas les maths. C'était la tromperie, d'être privé de la chance de décider ensemble. Et dit 3, il n'a jamais signé le contrat de mariage. Une fois la vérité éclatée, nous n'y sommes jamais revenus. Les fiançailles ont pris fin avant que ça n'ait d'importance. Peut-être qu'un jour je sortirai à nouveau avec quelqu'un, mais pas maintenant. Pas tant que je n'aurai pas rencontré quelqu'un qui comprend que l'amour n'est pas juste de la romance, des rires ou des blagues privées. L'amour, c'est la transparence. L'amour, c'est l'honnêteté. L'amour, c'est dire, voici la vérité, même les parties inconfortables, même les parties moches. L'amour, c'est construire quelque chose de vrai. Pas avec des secrets, pas avec des murs, pas avec une confiance à sens unique, mais avec deux personnes tenant toutes les pièces dans leurs mains.